Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc qui fait des spécifications autant pour le résidentiel, commercial qu'industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les contacter. Ainsi que le manufacturier Frankie, qui est un manufacturier en équipement de cuisine, donc des éviers, de la robinetterie résidentielle et commerciale. C'est Lajoie qui les représente, donc vous pouvez les contacter pour avoir des spécifications. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer un super bon ami à moi, Jean-René Arros de L2C. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Jean-René, merci beaucoup d'être là au podcast. Bienvenue dans nos studios. Merci Bruno, merci pour l'invitation. Écoute, j'étais vraiment étonné quand tu m'as envoyé l'invitation. J'ai vu les gens qui sont passés, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais écoute, je suis chanceux d'être là aujourd'hui, puis j'espère qu'on va avoir du plaisir pendant le podcast. Non, c'est... pour moi, tu es un incontournable. Bien, premièrement, je me souviendrai tout le temps de notre première rencontre quand on s'est rencontrés comme entrepreneurs. Ouais. Les deux, on partait nos business d'ingénierie en même temps. Moi, depuis, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts, mais toi, t'es encore là. J'ai été chanceux, j'ai été capable de passer 2-3 mots en deux phrases à la Bruno Rajotte. Là, exact. Mais oui, on avait vraiment vécu les mêmes choses. Là, les premières années de démarrage, même grosseur d'équipe, même nombre d'associés. Il y a beaucoup de points communs qu'on pouvait se partager. Exact. Tu sais, quand tu pars en entreprise, c'est pas toujours des mentors qui sont là. D'avoir d'autres gens à la même étape que toi en même temps pour en discuter. Si on n'est plus des mentors, des coachs indirects, tu apprends des erreurs de l'autre, tu apprends des bons coups de l'autre. Fait que c'est intéressant, cette relation-là. Puis je suis content que tu m'invites aujourd'hui, là, quasiment 8 ans après notre première rencontre. Ouais. Mais non, c'est un plaisir. Puis surtout, moi, je te connais depuis LGL qu'on va parler. L2C. J'ai déjà aussi été ton client par la suite quand j'ai travaillé pour EMD. Fait que pour moi, tu sais, puis... T'es un partenaire d'affaires, un client, puis aujourd'hui un ami. Exact. Puis l'autre chose que je trouvais intéressant, c'est que tu as un parcours quand même standard, mettons, pour un ingénieur, mais quand même, t'es un entrepreneur, tout ça. Premièrement, on va commencer par te présenter. Jean-René Larose, L2C, président fondateur de L2C. T'as quel âge? Premièrement, on dit souvent associé ou associé principal. Nous, on dit pas les titres. On a toujours été un peu très millénium là-dessus, pas très hiérarchique. Mais oui, j'ai quel âge? J'ai 37 ans. Je suis né en 84. Je viens de 450, la Rive-Sud, Saint-Hubert Beach, comme certains diraient. Mes parents viennent de la région de Québec, Rive-Sud de Québec. C'est assez important dans mon histoire, surtout dans la section L2C puis le développement d'affaires. Donc, j'ai un côté Québec, j'ai un côté 450, un côté montréalais aussi. Je vis encore à Montréal depuis quasiment les 20 dernières années. Puis, mes parents étaient policiers et infirmières, donc deux métiers libéraux assez conservateurs. Okay. J'ai grandi là-dedans avec deux sœurs plus vieilles, dans le fond. Là. Fait que j'étais le dernier de la famille. Ça veut pas dire. Tu es né à Québec? Non, je suis né à Saint-Hubert. OK, à Saint-Hubert. L'hôpital Notre-Dame à Montréal, mais grandi à Saint-Hubert. Tes sœurs aussi étaient nées à Saint-Hubert? Toute la famille à Saint-Hubert. Donc, banlieue classique, 450, avec des semi-détachés, les rues que je pense que tout le monde a connues sur les grandes banlieues, là, typiques de Québec des années 80, finalement, là, où les familles allaient s'établir. Donc, ça a été ma vie classique de banlieue. Les villes de Montréal, c'est quasiment épeurant. Là. On se rappelle quand on était jeunes, mes parents, Parc La Fontaine, c'est dangereux. Aujourd'hui, je vis à côté du Parc La Fontaine. Donc, on était là-dedans, dans le 450, famille classique, avec les parents qui travaillent, finalement. Puis, dans mon enfance, j'ai une super belle enfance. Mais typiquement, à l'école, dans le fond, j'étais l'élève classique, très, très curieux. Je faisais beaucoup, beaucoup de questions. J'étais bon dans tout. J'étais bon dans les sports, j'étais bon à l'école. Dans les sciences. Écoute, j'excellais dans tout, sauf en français. J'étais un peu dyslexique. Français, les langues, ça marchait pas. Fait que j'excellais dans tout. Fait que ça m'a amené à à devenir les chouchous des profs. Classique. Quand t'es bon dans tout, les profs t'aiment, tu poses des bonnes questions. Fait que j'ai vécu au primaire de l'intimidation. Ça a été quelque chose de quand même un tournant dans ma vie.
Parce que j'avais quand même des pairs qui avaient un bon leadership positif, qui voulaient qu'on ait confiance en nous. Puis, je vivais l'intimidation au primaire. Pas l'intimidation que je pense qu'ils ont aujourd'hui avec Facebook, mais une intimidation classique. Tu fais écœurer parce que t'es chou du prof, t'es bon dans tout, ça fonctionne. Puis c'est là que j'ai commencé à bâtir peut-être ma carapace d'entrepreneur puis à prendre des coups solides. Fait que moi, je me suis dit, bon, je me fais intimider, fait qu'on va commencer à faire du karaté, des arts martiaux. Fait que, on va combattre un peu le mal par le mal. Si les gens veulent m'intimider, ben, je vais être capable de me défendre, je vais avoir confiance en moi, puis j'aurai pas peur d'affronter le danger. C'est qui a décidé ça? C'est tes parents qui t'ont dit ce serait une bonne affaire? Ton père étant policier, il a dû te faire des recommandations par rapport à ça? Non, ça n'avait pas de lien. Je suis né avec cette passion-là. Ben, tu sais, dans les années 80, on avait les Ninja Turtles, on avait les Karate Kid, on les avait tous. Donc, tu sais, je pensais juste que ça faisait partie du momentum. Fait que je rêvais d'être un Karate Kid ou un Karateka. Fait que pour moi, déjà, c'était la passion était là. Puis, c'était ma façon de canaliser toute la rage que j'avais envers ceux qui pouvaient m'intimider. Fait que ça m'a permis de vraiment canaliser cette énergie-là. Puis tout le monde qui a fait de l'art martiaux, je veux dire, même par la Georges Saint-Pierre, il dit souvent dans notre revue, il a vécu un peu d'intimidation quand il était jeune. C'est un classique, les gens qui s'en vont en combat, c'est que tu as une rage, tu as quelque chose à défaire, à enlever. Puis le combat, ça permet de faire ça. Le combat, ça permet de canaliser ton énergie agressive ou ta mauvaise énergie, ton leadership négatif que tu peux subir, puis le transformer en combat, en bataille, de façon positive. C'est niaiseux à dire, là, de l'agressif, de la violence, ça peut être positif. Oui, ça peut être positif, c'est bien canalisé. Puis ça a été une étape importante dans ma vie parce que dans le karaté, dans le combat, t'as des défaites, t'as des victoires, tu manges des claques, tu donnes des claques. Fait que tu apprends à te bâtir une certaine carapace, puis être capable de, quand tu manges un coup, quand tu as de l'intimidation, de rester facial, de rester poker face, d'être capable de dire, ben, tu veux me pousser? Viens-t'en. On va se pousser. Fait que tranquillement, pas vite, à partir de l'âge de 8, 9, 10 ans, j'ai bâti à travers le karaté, dans le fond, de confiance en moi, qui m'a permis de prendre des coups solides. Ça a été vraiment, vraiment important parce que je me rappelle encore ma première ceinture de karaté que j'ai passée, blanche à jaune. On commence toute blanche, blanche à jaune. On arrive au combat. J'avais 2 combats à faire. J'avais 10 ans quand j'ai commencé cet art martial-là. Fait que je me bats contre un plus vieux pour passer la ceinture. Puis je mange un coup dans le plexus. Paf! Souffle coupé, me mets à pleurer, classique. T'as 10 ans, ça peut te casser le moral. Mais j'arrête le karaté, c'est trop dur. Ouais, puis ça fait mal physiquement, mais ça fait mal aussi mentalement. Tu sais, t'es là pour t'aider à passer à travers un peu les épreuves que tu vis au quotidien à l'école. Puis là, il y en a un autre plus grand qui vient te donner une volée. Ou c'est pas d'avoir confiance, puis là, tu viens de te faire... Puis, tu sais, c'est un accident, un petit coup de poing bien placé, ça arrive. Mais j'avais un bon coach de karaté, puis une bonne coach de karaté qui savait comment reprendre cette situation-là, puis le transformer en disant, ben écoute, tu as une étape, tu passes une épreuve, puis dans la vie, faut que tu te relèves debout, puis tu recommences. Fait que j'ai continué le karaté. Deuxième passage de ceinture, même chose. Paf, dans le plexus. Je me raffaisse encore, puis me mets à pleurer. Bon, on s'en relève. Fait que là, je dois avoir... Les ceintures, au début, c'est assez rapide. C'est peut-être 4 mois après le passage de ceinture. Même chose, un bon mentorat positif, un bon leadership de nos coachs de karaté. Mes parents ont toujours été super là-dedans aussi, puis ils m'encourageaient. Fait que j'ai réussi à me relever encore une fois. Puis là, j'ai dit, OK, je comprends pourquoi je me suis fait blesser. Puis j'étais jeune, j'avais 10 ans et quelques mois. Je me suis fait blesser parce que je n'étais pas constant dans mon entraînement. Je n'étais pas là. Puis là, j'ai compris que tu peux pas juste avoir du talent à la base puis être bon, puis c'est facile. Si tu veux être bon, il faut que tu travailles. Fait que là, je me suis mis à manquer aucun cours. J'étais là à tous les cours de karaté. Puis quand il n'y en avait pas, ben, je m'entraînais chez nous. Puis le résultat de ça a été, finalement, je me suis rendu à ma ceinture noire en 3 ans. Fait qu'à 13 ans, j'étais ceinture noire. Oh my God. C'est un délai d'habitude, c'est 6 à 10 ans, mettons, en ceinture noire dans le karaté Kyokushin. À 3 ans, j'étais ceinture noire. Pourquoi? J'étais tout le temps là. J'étais tout le temps là. Tu devais être au donjon. Au dojo? Au donjon, ouais. Au donjon, tu fais attacher, là, c'est ça? Exact. Non, mais au dojo, tu devais être là 7 jours sur 7, quasiment? Oh, oui, pas mal 7 jours sur 7. Je pense que le dimanche, il n'y avait pas de cours. Fait que le dimanche, j'allais voir mes amis, puis on se tiraillait, puis on essayait de trouver des façons d'y arriver. Pour sinon, ben, j'allais courir, j'allais faire comme des semis-d'entraînement pour être capable d'arriver à l'objectif. Donc, assez jeune, j'ai appris que c'est beau d'avoir du talent, mais si tu t'assieds dessus, ça ne fonctionne pas. Puis il va toujours avoir quelqu'un de plus fort que toi. Puis ça vient de mon coach de karaté, mais mon père il me disait tout le temps aussi, il l'a vu comme policier aussi, il va toujours avoir quelqu'un de plus intelligent que toi. Il va toujours avoir quelqu'un qui va être plus fort que toi. Il va toujours avoir quelqu'un qui peut te surpasser. Fait que du moins que tu gardes ça en objectif, puis que tu es focus comme athlète ou
comme étudiant ou comme entrepreneur, ben, tu acceptes qu'il y a des gens qui peuvent être plus forts que toi. Mais comment que je peux me rendre à son niveau? Comment je peux les rattraper? Comment je peux les dépasser? Puis, la réalité, c'est que ça prend un focus. Puis ça donnait bien quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer mes émotions ou à avoir des émotions. J'étais pas loin d'être un robot. Là. Si je disais de quoi, là, ma routine, elle changeait pas. Là. Si je disais que c'était de m'entraîner à 10 heures, j'étais là à 10 heures, puis j'étais pas là à 10h01. Là. J'étais là à 10 heures. J'avais une routine de robot. Qui était inébranlable. Tu le faisais. Mais c'est assez incroyable parce que tu as 11 ans, 12 ans à ce temps-là. Il y a des adultes, aujourd'hui, 30, 35 ans, les gyms en est plein. Là, que, moi, ça me fait souvent rire le 1er janvier, 3 millions d'inscriptions dans un gym. Tu laisses passer le mois de janvier. Moi, je lâche les gyms, mettons, mi-décembre, puis je retourne mi-janvier au gym. C'est ça. Parce que je veux pas vivre cette période-là où il y a comme trop de population pour le gym. Là. Ouais, non, c'est ridicule. Puis, il y a 3% des gens qui restent. Je parlais avec un propriétaire de gym, il me disait j'ai environ 3% de mes abonnés, outre les réguliers, là, des nouveaux abonnés, j'ai environ un 3% que je continue à avoir au courant de l'année. J'ai 97% des gens qui vont lâcher. Oui, parce que les gens ne sont pas focus sur le long terme. Parce qu'on veut tous des résultats à court terme. Ben, c'est facile, ça. OK? Mais tu sais, quand tu te fais péter la gueule à court terme, rapidement, peut-être tu te rends compte dans ta vie, c'est bon, ben peut-être que je devrais focuser sur mes capacités à long terme, mes capacités à court terme. Puis ça, tous mes investissements dans ma vie comme entrepreneur, je l'ai compris jeune qu'il faut que tu vises sur le long terme. Toujours sur le long terme. À court terme, c'est pas des vrais gains, ou en tout cas, pour certains peut-être, là, mais moi, dans mon point de vue, de l'entraînement, de l'entrepreneurship, il faut voir les choses à long terme. Si tu attends trop à long terme, tu vas toujours être déçu ou tu vas toujours recommencer les mêmes choses. Donc c'est d'établir ces bases-là solides pour après bâtir, prendre des risques comme athlète ou comme entrepreneur. Tu peux bâtir sur du long terme. Si tu focuses sur le point long terme, 2, 3, 4 coups d'avance. Même affaire. Fait que ça, aujourd'hui, je l'appelais comme entrepreneur, mais dans le fond, j'ai découvert ça quand j'avais 10-11 ans à travers le sport. Wow, mais c'est une solide découverte d'éthique de travail. Là. Tu sais, tu travaillais, tu t'entraînais comme un pro. Là. Mais je m'entraînais pour, quand tu fais du karaté, j'ai fait du basketball aussi qui m'a appris le travail d'équipe, mais le karaté, c'est, comment dire, tu tues ou tu te fais tuer. Ouais, c'est ça. On revient à la mentalité samouraï, là. Puis, des fois, j'ai un petit peu le côté samouraï, là, que j'essaie de minimiser aujourd'hui dans l'entrepreneur parce que le marché a changé, mais longtemps dans ma vie, ça a été je gagne ou tu perds. Ou je perds puis tu gagnes. Finalement, là, c'était ça le choix. Qui venait un peu du côté art martial japonais dans lequel, c'est ça, kill or be killed. Donc ça, je l'ai traîné longtemps. Ça l'aide sur le focus, mais il y a un counter-effect de ça. Il y a une contre-équation à ça qui est incroyable, surtout quand tu arrives à la vie adulte, à la vie adolescente. Tu peux pas toujours décider de gagner ou te faire écraser ou d'écraser. Là, mais ça m'a permis de bâtir la carapace puis d'enlever le mauvais qui est autour de moi. Puis on apprend comme adulte aussi, puis on évolue. Donc, je te dis souvent, mes sœurs rient de moi, mais à l'adolescence, j'étais vraiment un robot. Là. J'étais là soit pour gagner, soit pour détruire. Puis si tu voulais me détruire, ben... Prépare-toi. Puis moi, je vais me préparer. Fait que j'étais dans cette optique-là. Autant au niveau scolaire qu'au niveau, surtout en sciences. Là, pour les sciences, c'était facile. Fait que, en moins, tu veux me battre, mettons, en mathématiques, en physique, parfait. Moi, je vais avoir 100% sur tous les examens. Puis je serais même pas au cours. Fait que j'avais cette arrogance-là qui était vraiment mal placée à l'adolescent, que j'ai perdu à l'âge adulte, tranquillement pas vite, parce que j'ai compris que ça servait pas la cause, finalement. Là, mais tout ça vient du fait que tu t'es fait intimider, il fallait se bâtir une carapace. OK, comment on l'a bâti, puis comment on passe à travers ces étapes-là. Mais tu sais, comme n'importe quoi, j'en ai, t'es parti que t'es dernier. Je veux pas... T'es parti que t'étais le gars intimidé qui se faisait, qui était un peu le dernier du groupe. Là, là, tu tombes premier. Comme n'importe quoi dans la vie, il te faut un équilibre. Là. Fait que c'est sûr qu'à l'âge adulte, un moment donné, t'as fait hey, je peux pas rester là parce que
personne veut être mes chums, personne, puis là, un moment donné, tu le ramènes, puis là, tu trouves un équilibre. C'est sûr que ton éthique de travail a dû énormément t'aider, parce que cette éthique-là, moi, je l'ai eue, j'étais un peu comme toi, j'avais de la facilité à l'école. Au cégep, j'étudiais, il fallait lire un livre, je lisais le livre, là, mais il n'y avait pas grand-chose de souligné. J'assistais au cours, je faisais quelques petits exercices, puis je performais très, très bien. Moi, cette éthique-là, j'étais arrivé à l'université. C'est là que moi, je l'ai attrapé. Mais toi, tu étais déjà buildé un peu comme ça. Ouais, ben c'est des épreuves de vie qui nous forment. Parce que quand j'étais au primaire, bon, il y a eu le karaté, mais comment qu'on forme un entrepreneur? Il y a plusieurs éléments qui forment un entrepreneur. Tu sais, il y a des séries Netflix, là, Make a Murderer. Moi, je pense que ma vie, je pourrais dire Make an Entrepreneur. J'ai vécu beaucoup d'épreuves qui font qu'aujourd'hui, j'ai comme pas le choix d'être entrepreneur. Bon, l'exemple du karaté, la carapace, être capable de manger des coups solides, c'est un bon exemple, tu sais, de réussir par toi-même, voir long terme. Ça, je pense que dans l'entrepreneurship, c'est essentiel. Mais l'autre élément, c'est, pour être entrepreneur, il faut que tu aies une notion du risque. Faut pas... Il y en a qui disent que les entrepreneurs, c'est des gens qui aiment prendre des risques. Moi, je te dirais, je suis un gars qui aime ça gérer les risques. Okay? Je suis plus dans cette optique-là. Je suis pas un gars qui gamble. Les gens qui me connaissent font hey, oui, toi, tu as pris des risques, tu as fait des choses dans l'immobilier, tu as fait des affaires vraiment. J'ai jamais pris de risque de ma vie. J'ai un gars qui prend pratiquement pas de risque. La raison de ça, c'est que quand j'avais peut-être c'était autour de 8 ans, mes parents voulaient investir dans l'immobilier. Bon, c'était à la mode dans les années fin 80-90. Ils voulaient investir dans un gros développement à Magog, Club Azur. Donc, mon père, avec un autre policier, un partenaire, OK, on achète des condos, on les loue, puis le développement n'était pas été restreint. Le développement n'a pas été restreint, ils ont pas de condo, plus capable de louer. Tu es obligé de réhypothéquer la maison plusieurs fois pour payer le projet. Tu es obligé de réhypothéquer la maison pour engager des avocats pour se défendre, parce que c'était une espèce de fraude, finalement, là, pour finalement se faire avoir. Mais ça a pris des années. Puis ça a pris des années, puis les premières années, ça a été difficile financièrement pour ma famille. Même si mes parents, infirmière à temps partiel, policier à temps plein, on a pratiquement fait faillite chez nous. J'ai vu mes parents avoir de la difficulté à ce niveau-là. Puis moi, ça m'a marqué. Puis je me rappelle encore, excuse-moi. Non, c'est correct. J'en ai, c'est là pour ça, pareil. Là. Je me un petit peu d'argent. J'avais dit à ma mère, je peux vous prêter de l'argent si vous voulez. Tu sais. Est-ce que. T'as-tu dit? Non, c'est ça. C'est pas de Kleenex. Non, mais. Fait que cet élément-là. Prends une gorgée d'eau. Prends une gorgée d'eau. Fait que cet élément-là, ça m'a appris que des fois, ça va pas toujours bien. Puis des fois, ça va pas toujours bien parce que tu gères tes risques de différentes façons. Puis mes parents étaient vraiment bons. On s'est serré la ceinture. On n'a jamais rien manqué. Puis vous avez passé à travers. Mais ça m'a appris que l'argent, il ne faut pas que ça soit un tabou. Puis il faut être capable d'en discuter. Il faut être capable de comprendre c'est quoi l'impact de manquer d'argent, puis d'en avoir beaucoup, puis d'en avoir juste suffisamment. Puis le fait de l'avoir vécu très jeune, ça m'a suivi toute ma vie. Qu'est-ce que... Non, non. J'en ai si... Tu sais, ce que tu... j'en ai jamais parlé au podcast, mais tu sais, puis c'est ça qui nous rejoint beaucoup, j'en ai dans ça. J'ai vécu sensiblement la même chose. Là. Mon père a investi son fameux bloc sur Moncelet, où quand il l'a acheté, tout le monde était ses chums, comptables, tout ça. Puis on arrive à une période de crise économique au Québec. Je donne ça de mémoire. 91. Une période difficile. Oui, quand même assez difficile. Et là, tout le monde quitte le bloc. Mon père supporte. Puis à un moment donné, arrive à un point où on est sur l'edge de faire faillite. T'sais. Fait que tu sais, des soupers au beurre de beurre de pinot, puis des dîners au beurre de beurre de pinot, puis des déjeuners au beurre de beurre de pinot, là. Ben j'en ai eu, puis je suis te connaissant, je suis pas mal sûr que
t'as passé un peu vers là. Peut-être toi, c'était aux fraises. Ouais, c'est ça. Non, mais mes parents ont été vraiment cool d'avoir passé par là. Je pense que ça... Tu sais, on a toutes des affaires qui nous marquent dans la vie. Puis moi, la conséquence de ça, c'est que... Ben, j'étais jeune, fait que... À l'époque, je pense que c'était un peu mieux vu, mais tu sais, moi, après la Saint-Jean, là, tu sais, quand j'avais 10 ans, j'allais ramasser des bouteilles qui traînaient dans les parcs. C'était 10 cents une bouteille. Écoute, t'en ramassais une coupe, c'est une coupe de pièces. Fait que c'est comme ça que je me payais mes petites affaires. Fait que j'ai un peu développé ma créativité là-dedans. Un peu dans l'encouragement de mes parents, parce que mes parents aussi le faisaient quand ils étaient jeunes. Puis ils me disaient, tu sais, des fois, on me ramassait des canettes puis se payait des bonbons, peu importe. Fait qu'effectivement, cette situation-là, vu qu'on n'était pas dans l'excès, ben, j'ai développé des petits trucs. Puis tu sais, je me remets aujourd'hui, je vis à Montréal, je verrais un enfant après à Saint-Jean qui ramasserait des bouteilles. Je serais comme... Tu sais, aujourd'hui, le relatif en 2021, c'est des itinérants qui faisaient ça, là, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que dans le fond, je faisais à 8-9 ans ramasser des bouteilles, ce que les itinérants font aujourd'hui, mais je me voyais pas comme un itinérant, là. Moi, je me voyais comme un petit entrepreneur qui allait cumuler des bouteilles, puis qui allait les vendre après, puis qui allait avoir un petit peu d'argent pour se payer des choses, tu sais. Fait que j'étais pas dans le mode itinérant, moi, j'avais pas de... Comment dire, aujourd'hui, des fois, je regarde les gens qui ramassent des bouteilles, je fais comme qu'ils sont courageux, ou tu sais, des fois, on a un peu même de la tristesse ou de la pitié. J'étais pas dans ce mode-là du tout. J'étais dans le mode, bon, ben, je veux ça, ben, je vais aller me chercher des bouteilles, puis je vais l'acquérir, là, tu sais. Fait que j'étais plus dans ce mode-là. Tu sais, ça, quand... Puis tu sais, on va en reparler un peu avec LGL tantôt, mais quand t'es dedans, là, quand t'es dans la tempête, là, tout ce que tu fais, c'est on, là. Mm-hmm. Quand tu le regardes, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, quand tu le regardes un peu détaché, tu vois la game, mais là, tu te dis, Colin, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, je me rappelle quand moi, j'engageais je voulais jouer au hockey, puis mes parents, on était 3 garçons. Ouais. Mon père, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Tu sais, puis finalement, j'ai décidé de partir une petite compagnie de tonte de gazon. J'avais, je me suis acheté des tondeuses usagées que j'ai réparées un peu en arrière. J'avais 3 amis qui avaient leur run de tondeuse, qui étaient mes premiers employés que moi, je collectais. C'est quand même cool, ça. C'est quand même cool. Ouais. Dans ce temps-là, je regarde ça aujourd'hui et je dis, wow, super belle leçon d'entrepreneuriat. Moi, j'étais dans la tempête, je voulais jouer au hockey comme tous mes chums parce que je voulais pouvoir avoir des beaux vêtements, avoir des souliers de skate. Je voulais, tu sais, des marques, tu sais. Ouais. Puis mes parents, évidemment, on n'avait pas d'argent. Fait que c'était dans le temps, c'était avant l'aubainerie, c'était Croteau. Fait que c'était là qu'on s'habillait. Ouais. Mais tu sais, quand je voyais tous mes chums partir aujourd'hui, cette leçon-là, c'est ça la beauté, tu sais, d'un peu, parce que je te connais, t'es un gars qui fait très attention à son argent, il n'y a pas de dépenses futiles, t'en profites bien. Mettons qu'à 8 ans, j'ai compris Pierre-Yves McSween. Là, en as-tu vraiment besoin? Ça, je l'ai compris depuis longtemps. Là, exact. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis certain, cette épreuve-là, tu remercies tes parents d'avoir passé à travers ça. Là. Oui, vraiment. Ah, écoute, j'adore mes parents, on a une super bonne relation. Puis, je suis content d'avoir vécu ça. Ben, je dis, pour qu'un entrepreneur, à la base, je suis pas né d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents, très conservateurs, ils ont essayé de faire un mot immobilier, ça n'a pas marché. Donc, eux, ça a toujours été, il faut être conservateur, faire attention, tu dois trouver une job salarié, tu sais. Ils étaient plus toujours dans cette optique-là, aller aux études, chemin conservateur, tu sais. Puis, toutes ces épreuves-là, il fait que moi, j'étais complètement à l'inverse de ce mode-là. Puis toutes ces petites épreuves-là me bâtissaient comme entrepreneur, puis je le savais pas encore, finalement. Là, bien, y a-tu quelqu'un d'autre dans ton entourage qui était un entrepreneur qui t'a un peu plus influencé, ou c'est vraiment... non, ben tu sais, j'avais dans ma famille 1 ou 2 entrepreneurs, mais il n'y avait pas d'influence directe. C'était pas assez proche pour vraiment créer une influence. C'est vraiment la vie qui a créé cet élément-là, finalement, par étapes. Puis, comme j'étais dans le mode, j'en ai-tu vraiment besoin? Bien, j'étais en mode aussi, c'est quoi qui se passe dans 2, 3, 4, 5 ans? Fait que mes parents, bon, l'éducation, c'est important, on s'en va en éducation. OK, moi, j'ai 12 ans, 13 ans. C'est quoi l'éducation? Bon, il faut aller à l'université. Ça me semble logique comme cheminement. Quand on fait l'université, ben, l'université est à Montréal, t'es à Sherbrooke, à Laval. OK. Fait que moi, à 12, 13 ans, j'ai commencé à accumuler de l'argent pour me payer un appartement et que je sois à l'université. Fait que j'étais déjà dans le mood, j'aurais pas besoin de mes parents pour payer mon appartement.
j'aurais pas besoin de parents pour payer mon université. Si mes parents me disent que c'est un bon choix, je trouve qu'il y a des bonnes valeurs, je trouve ça logique comme cheminement, je dis bon, ben, parfait, on va aller faire des études. Ben, on va se préparer. Fait que je me suis préparé comme 8 ans d'avance. C'est incroyable. Je vois tout le temps ça 2-3. Fait que moi, quand je suis arrivé au cégep, fin secondaire, j'avais déjà l'argent pour me payer un appartement de ma première année. Je sais pas, c'était 6-7 000 $. C'était pas des tonnes, tu sais. Je travaillais avec des jobs à temps partiel, j'ai ramassé des balles de golf, des jobs, j'en ai fait plein, là, comme étudiant, en plus de m'entraîner 30 heures semaine pour faire du sport et ces choses-là. Mais pour moi, c'est important parce que je savais pas, mais j'étais en train de gérer mon risque. J'enlevais ma dépendance à mes parents. J'enlevais ma dépendance à la société. J'étais en train de me développer une autonomie financière, mais une gestion de risque qui me permettait de prendre le risque de partir en appartement, qui me permettait le risque d'aller faire des études sans dépendre de personne, etc., etc. Fait que j'ai été en train de builder ça, dans le fond, comme adolescent, sans trop le savoir. C'était là naturellement. Puis, à ma crise d'adolescence, on a toute une crise à 14-15 ans. Ben là, ça a été clair dans ma tête. Mes parents disent: qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est pas vraiment important, mais je vais être mon propre patron. Fait que ça, j'ai dit ça, j'avais 14-15 ans. Wow! Puis, pour moi, le chemin de ce que j'allais faire dans la vie n'était pas vraiment important. C'était pas vraiment important. L'important, c'était... là, j'étais encore dans le mode samouraï, on s'entend? Ouais, t'étais le robot samouraï. C'était le robot samouraï, là. C'était, je vais faire les affaires comme ça me tente, comme j'ai le goût, puis c'est moi qui vais décider. J'étais déjà dans ce mode-là. Aujourd'hui, je suis capable de prendre des décisions d'équipe, mais à 15 ans, j'étais pas capable. J'étais le capitaine de mon équipe de basket. Quand on perdait, je dormais pas pendant 3 nuits. Quand on gagnait, j'étais content, je félicitais l'équipe. Là, fait que je me mettais beaucoup de pression sur moi-même, parce que j'étais capable, je m'étais basé à carapace pour le faire. T'sais. Mais tu trouves-tu, avec le recul, que tu t'en es mis trop de pression? Y a-tu des moments, parce que tu sais, quand on a beaucoup de pression, souvent, on a de la misère à vivre le moment présent. Comment c'est un bon point que tu amènes. Je me suis pas mis trop de pression parce qu'elle m'a pas écrasé. Fait que, t'as passé à travers. J'ai passé à travers, ça a fonctionné. Est-ce que j'ai vécu le moment présent? Très rarement. Très rarement. Donne un exemple. Il y a un été, ça c'était entre le secondaire et le cégep, je me trompe pas. Je travaillais dans les camps de jour, je coachais le karaté, puis camp de jour, puis la fin de semaine, je travaillais au Sobeys dans l'entrepôt. J'avais 7 jours semaine. Fait que la fin de semaine, on fait quoi après travailler? On va sortir. Fait que j'étais en mode, je travaillais dans le jour, m'entraînais le soir, je traînais la fin de semaine, j'allais sortir le soir. Fait que t'as pas le temps de vivre le moment présent quand tu fais ça. Tu roules à 1000 à l'heure. Fait que longtemps, jusqu'à temps que j'aille des grosses blessures sportives, j'étais en mode robot. J'étais comme, je m'en vais là, on fait ça. La routine est établie. La routine est établie, puis on avance. T'sais. Puis j'ai quand même été chanceux parce que j'ai eu des bons mentors. Mon coach de basket, mon coach de karaté, qui m'ont montré différents éléments. Mon coach de basket nous a vraiment montré le travail d'équipe. C'est quoi l'importance d'une équipe? C'est quoi l'importance d'un capitaine dans une équipe? Comment on peut avoir une équipe complémentaire aussi? Encore une fois, quand j'avais 14-15 ans, je ne savais pas c'était quoi la complémentarité d'une équipe. Mais je l'ai compris après en démarrant mes business. Qu'il faut que tu sois une équipe complémentaire, mais le sport, quand tu as des bons mentors, des mentors positifs, il n'amenait pas dans NBA, là, lui, il est en train de mettre des valeurs de vie. J'ai été chanceux, j'ai été croiser des gens qui m'ont donné des valeurs de vie, puis par la bande, mais je les ai compris peut-être 10 ans plus tard, ce que j'ai vécu plus jeune. Ouais, souvent, c'est en rétrospective en analysant un peu la situation d'aujourd'hui, que tu fais « Wow, OK, telle personne a été des mentors, telle personne m'a guéri. » Fait que là, on s'en va au cégep. On a tous des choix de vie à faire. Au cégep, dans ma tête, j'étais sportif, je m'en vais en physiothérapie. Donc là, OK, sciences santé, ça prend 33 de cotère, parfait. Je m'arrange pour avoir 33 de cotère, physiothérapie. Là, je sais, tu sais quoi, physiothérapie? Ça, j'aime ça. Tu signes en bas, c'est « Hey, by the way, j'ai signé quoi? » Fait que là, je vais en faire des traitements de physio, voir c'est quoi. Là, ils prennent le bras de la personne, puis ils font des petits massages, puis ils veulent savoir c'est quoi tes bobos. Là, j'ai pas cette empathie-là, moi. Je m'en fous de tes bobos. Tu sais, j'ai pas cette patience-là, moi, de te faire des petits massages puis de savoir que tu t'es blessé. Fait que je me suis rendu compte que mon focus sportif avait rien à voir avec l'empathie qu'on doit avoir dans le domaine médical. Non, faut que tu sois hyper passionné là, pour être dans le médical. Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est des travailleurs acharnés. » Non, si t'es pas passionné dans un domaine, un peu comme tu l'es en ingénierie,
c'est bien plate, mais ça va paraître. Là. Tu seras pas heureux au day-to-day, là, ouais. C'est ça qui est important. Puis surtout, comme médecin, où le contact humain est hyper important, ben là, si tu l'avais pas, c'est terminé. Là. On a tous déjà eu un médecin qui n'avait pas de bonne empathie. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça se développe l'empathie. Aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir des enfants, ça m'a aidé beaucoup. Donc, j'ai un petit gars, dont deux petites filles. Je pense que ça l'aide. Aujourd'hui, je suis capable d'aller dans ces zones-là, mais à l'époque, j'avais pas la maturité, j'avais pas les expériences de vie pour me rendre dans ces zones-là. Que, ce qui me restait, c'était finalement les mathématiques, les physiques, donc grosso modo, comptable-ingénieur, là, qui sont, pour moi, c'est le même cerveau, le comptable-ingénieur, il n'y a pas tant de différence. Là. Oui puis non, oui et non, parce que comptable, je parle avec mon comptable des fois, il est tout seul pendant 6 heures dans son bureau, clic, et il défile des chiffres à un moment donné, je suis comme... Hey, tente pas qu'on jase un peu. Oui, on peut jaser si nécessaire, mais sinon, non. Là, laisse-moi mes chiffres, s'il te plaît. Là. Ben, moi, je dis qu'on peut former le poste qu'on veut dans la vie. Là. Je suis sûr que ça peut être cool les comptables, comme c'est cool l'ingénieur. Mais pour moi, c'est à peu près le même cerveau. Puis 2 zones, tu sais, j'aurais pu faire un ou l'autre. Je pense que je serais à peu près au même stade aujourd'hui. Je serais peut-être pas au podcast au-delà des plans, je serais peut-être au podcast au-delà des chiffres, là, au-delà des bilans. Au-delà des bilans. Mais pour moi, c'était la même affaire. Puis tu sais, il faut comprendre que moi, les chiffres, tu sais, adolescent, je faisais du piratage informatique. Une des premières jobs que je me suis créé. Y a-tu quelque chose que t'as pas fait? Non, on n'ira pas là. On n'ira pas là, on va te dire qu'il y a des choses de ça qu'on parlait pas. Exact. Mais non, piratage informatique, tu faisais quoi? Ben, des années 90, on avait des ordinateurs, ça commence à arriver, Windows et tout. Puis là, il y avait les MRC de ce monde et tout. Fait que j'étais sur des chats, ces choses-là. Bon, en fait, je créais des bannières de films porno, des fausses bannières de films porno. Puis à l'époque, je sais pas si tu te rappelles quand ça fonctionnait dans les années 90, les bannières, tu cliquais dessus, ça t'amenait sur un site. Exact. Puis la personne qui avait la bannière, donc c'est la publicité, elle faisait, je sais pas moi, 0.05 cents du clic, mettons. Donc, nous, on allait sur des sites qui avaient besoin d'achalandage. On leur faisait comme si on était pas une compagnie, mais on disait, ben check, moi, je peux faire de la pub pour toi sur mon site web, Fait qu'on se créait des faux sites web. Puis, on allait dans le fond sur MRC. MRC, c'était comme un chat là, où les gens pouvaient. Fait que chaque fois que quelqu'un rentrait sur notre channel des MRC, ça créait un clic automatique sur la bannière. Qui était une fausse bannière qui t'amenait vers un supposé site, mais les personnes ne cliquaient pas pour de vrai parce que c'était juste quand tu rentrais sur le site, ça créait un clic automatique. Fait que moi, je faisais des scènes avec ça. Là, fait que je trouvais ça bien amusant. Puis, tu sais, à l'époque aussi, comme piratage, on rentrait dans les ordures du monde. On niaisait, on n'était pas des pirates méchants, là, tu sais. on n'a pas hacké le Pentagone ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était un moyen facile pour moi de développer un peu l'entrepreneurship. OK, on fait de la programmation, on fait des faux sites web, puis à chaque mois, je reçois 40$ US. Ou, tu sais, c'était des petits montants. Puis, ben là, t'en reçois encore aujourd'hui. Non, là, non mais c'était plus anecdotique que d'autres choses, parce que ma mère fait comme... C'est bien bizarre, tu reçois des chèques US, tu sais, à la maison, tu sais, c'est... À 12 ans, tu reçois un chèque de 40$ US. Moi, j'avais 14-15 ans, mettons, là, tu sais, le soir, t'as rien à faire. Là, j'allais déposer ça chez Desjardins à l'époque, puis là, il y avait une conversion, fait que c'était le fun, là, tu sais, là, j'ai appris qu'il y avait des taux de change. J'ai fait ça pendant peut-être 6 mois, 1 an, là, puis à un moment donné, j'étais comme, ouais, je me sens mal. J'étais pas un gars qui était dans l'illégalité, là, tu sais, fait que je me tentais mal, finalement, c'est de la fraude, là, tu sais. C'est exactement de la fraude. Aujourd'hui, je peux te le dire, c'est de la fraude. Je suis mineur, fait que je peux pas me faire arrêter, mais ça m'a amené de dire, ben, tu peux faire quelque chose, tu peux tomber dans les chiffres de la programmation, faire de l'argent avec ça, puis payer, ben, la fin de semaine, on se foulait avec les amis, fait qu'on se payait de la bière avec ça, puis t'en gardes un peu de côté, payer l'université tout à l'heure. Tu sais, si on suit, là, c'est ça qu'on fait. Fait que ça m'a aussi amené que, bon, mais c'est possible de créer quelque chose qui n'existe pas. Tu sais, fait que ça m'a amené cet aspect-là qui était vraiment intéressant. Mais pour revenir à la comptabilité et à l'ingénierie... Oui, c'est sûr. Comment tu as fait le choix entre les deux? Hyper niaiseux. Ben, je faisais du karaté. Je faisais du karaté avec une femme qui était comptable, puis elle n'aimait pas son métier. Elle dit, va pas en comptabilité, là, c'est bas brun, c'est plate. C'est rare parce que normalement, tu rencontres quelqu'un qui te motive. Elle t'a dit, non, fais plus jamais ça, c'est plate. Fait que je fais, puis la construction, je trouvais ça cool. Tu sais, jeune, je voulais devenir constructeur. Tu sais, je disais ça quand j'étais, tu sais, on joue tout avec des Tonka, on est jeunes. Fait que, c'est concret, la construction. Fait c'était comme logiquement, ben, ça va être facile. Fait qu'effectivement, c'est facile d'aller en génie quand t'es bon en mathématiques pas en physique. Fait que tu te lances en génie, mais sans savoir pourquoi. Puis il y a beaucoup de monde naturel en sciences, tu t'en vas en génie,
parce que c'est un choix naturel, mais tu n'as aucune idée c'est quoi le génie. Mais vraiment aucune idée. Tu fais juste parce que c'est le cheminement qui est là. Mais moi, c'était pas vraiment important. Parce que je voulais juste être mon propre boss. Exact. Fait que moi, c'était le résultat à la fin. Le chemin n'était pas vraiment important. Le chemin, c'était juste un mal nécessaire. On dit ça comme ça. Là. Tu voulais avoir une étude sur laquelle t'appuyer pour créer ta business. C'est ça. Je suis en train de gérer mes risques. Je vais aller me chercher un diplôme pour gérer mes risques plus tard. Mais là, question qui... Puis, tu sais, on va revenir à ça tantôt, mais pourquoi avoir choisi génie civil, génie structure? C'est lui qui a beaucoup de... Ben, tu sais, la structure, c'est de la physique statique et dynamique. Donc, moi, je suis un gars qui est paresseux. C'est niaiseux à dire, je suis paresseux. Fait que je vais dans... T'as l'air d'un gars paresseux. Non, mais je fais toujours des choses peu d'efforts, high reward. Tu sais, je suis tout le temps dans ce mode-là parce que quand tu es sur ton X, tu as des super résultats puis c'est pas forçant. OK? Pour moi, le génie civil, c'est exactement ça. Tu sais, c'est surtout la structure. Moi, je vois en 3D super bien facilement. Je vois où les efforts, je vois la dynamique de tout ça. Pour moi, là, je vois un plan d'architecture, c'est évident ce qui se passe. Là. C'est évident ce qui se passe. Je vois les contraintes tout de suite. Là. Je vois quasiment des couleurs de contraintes, des bâtonnets puis des efforts. Là, c'est naturel. Je l'avais déjà au secondaire. On faisait de la physique. Au cégep, même affaire. Fait que pour moi, c'était le génie qui était le plus naturel avec mes skills. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais aller là-dedans. C'est là-dedans que je suis bon. C'est facile. Fait que ça m'a fait un bac que j'ai pas eu à me forcer. Tu sais, ça a passé tout seul. Fait que pendant ça, là, je peux aller m'entraîner. C'est ça, mais attends un peu. Là. Tu sais, tu dis pas à te forcer. On a fait Polytechnique. Ouais. Je pense qu'on avait une année de déphasage. Mais tu sais, ceux qui performent à Polytechnique, c'est ceux qui rentrent dans une routine, une éthique de travail d'un sportif où tu as des travaux à remettre, clic, tu rentres. Puis souvent, tu sais, dans le fameux tronc commun, où ce que là, ils font la sélection un peu naturelle, où ce que les gens ils partent. Ceux qui ont une éthique de travail, tout de suite, cliquent, ils tombent, qu'eux autres performent, puis ils rentrent. Puis c'est ça la réalité du génie, parce que la majorité des gens qui rentrent là, ils rentrent pas là ils sont pas sur leur X. Ouais. Donc, si tu dois étudier fort pour réussir, c'est que probablement que tu n'es pas dans ta zone. Ça veut pas dire que tu n'es pas dans le bon domaine. Si tu aimes ça, puis c'est bien de travailler fort pour réussir. Par contre, c'est tout le temps un give and take. T'es-tu dans du low risk, high reward? T'es-tu dans. Comment tu veux gérer ta vie? Moi, je gère ma vie avec mes risques. Puis j'ai fait le choix d'aller quelque chose d'apprendre naturellement. Parce que je suis bon naturellement, je vais aimer ça, je vais me valoriser. Puis ça va me libérer du temps pour faire des choses que j'aime encore plus. T'sais, à l'époque, je faisais encore des compétitions de karaté. Fait que c'était important pour moi de faire cet équilibre-là. T'sais. Fait que ça me permettait de. Tronc commun, j'adorais ça. C'est juste des examens. Tandis que les 3 autres du bac, il faut que tu fasses des travaux. Hey, c'est fatigant, les travaux. Donne-moi un examen, là. C'est 2 heures, c'est fini. T'sais. Les travaux, faut que tu les fasses, faut que tu les écrives, faut que tu je détestais les TP, là. C'était pas ma zone du tout. Fait que, comme dans toute l'université, souvent pour les travaux des autres années, puis on finit par s'arranger pour trouver une façon d'être efficace, finalement. Mais c'est tout le temps ça. Comment on peut être plus efficace avec le meilleur résultat? T'sais? C'est un peu ça que tu développes à travers tes skills, puis à travers quand tu es sur ton X. Tu vas toujours être efficace, puis tu vas avoir des gros résultats. Le monde va voir comment tu fais. Ben oui, mais j'étais Yann Thorpe, comment il faisait pour nager vite? Mais il fait 6 pieds 8, puis ça fait 20 ans qu'il s'entraîne à faire de la natation. C'est eux qui nagent plus vite que toi, puis il n'a pas forcé pour nager. Là, ouais, puis l'autre chose, c'est en ayant cette éthique-là de travail, tu entends quelque chose, ça rentre dans la boîte, puis ça reste là. Ouais, fait que l'idée, c'est que tu accumulais énormément d'informations parce que tu étais passionné puis tu étais à la bonne place. Tu sais, quelqu'un... J'arrivais vidé, tu venais de t'entraîner, tu arrives, tu écoutes, tu absorbes, puis c'est ça le truc. Puis moi, j'ai le défaut, je vais absorber très, très, très vite jusqu'à temps que je trouve que les détails deviennent inutiles. Fait que je vais tout retenir, puis le inutile, je vais juste pas l'écouter, tu sais. Puis souvent, on est capable de dire, OK, ben, tu sais, mettons, ça me prenait X de... Je ne sais plus quoi les moyens, c'est sur 4, je pense, là, mais OK, mettons, moi, là, pour avoir, mettons, travaillé où je veux travailler, qui était, mettons, SNC-Lavalin, qui était très populaire à l'époque, ça me prend tant de moyenne. Fait que je m'arrangeais pour dire, OK, ben dans ce cas-là, il faut que j'aille B+, dans ce cas-là, il faut que j'aille B, dans ce cas-là, il faut que j'aille A. Fait que je gérais mes notes aussi, exactement pour avoir le résultat que je voulais. Donc, j'allais pas mettre un effort pour avoir B+, ça me prenait juste un B. J'allais pas mettre plus d'efforts, ça me prenait, tu sais, même chose, ça me prenait un A ou un A étoile. Là, moi, je pense que j'ai jamais eu ça des A étoiles. Parce que à Polytechnique, le A étoile ne donnait pas de cote de plus. Non, c'est ça, ça ne donnait rien de plus que le A. Fait que pour moi, dans ma mentalité efficace, tu as eu un A étoile, c'est que tu as juste trop travaillé. Pour rien, donc tu n'as pas mis ton temps au bon endroit. Tu sais, bon,
il y a des génies qui ont des étoiles partout, puis ils sortent pas, là, puis c'est correct, puis ils sont super cool. Là, mais si tu as travaillé 5 heures de plus pour avoir ton étoile, tu n'étais pas target. Ça veut dire que tu as mis 5 heures que tu aurais pu mettre ailleurs plus efficacement, peut-être un meilleur endroit, soit dans ta qualité de vie, ou dans tes études, ou dans peu importe ce que tu fais avec ta blonde, peut-être, ou avec tes enfants. Donc, pour moi, c'est tout le temps important de mettre la minute à la bonne place, puis de gérer cette minute-là supplémentaire. Est-ce que tu te la mets au bon endroit, puis est-ce que tu es encore efficace? Fait que c'est ce que j'ai fait à Polytechnique, puis j'ai fini mon bac au Brésil. Ça, j'ai fini mon bac au Brésil. Dans le fond, à Polytechnique, ils encouragent les échanges. Ouais. Puis, j'avais des amis qui avaient déjà fait des échanges d'étudiants, puis font comme « Hey, ça serait cool d'aller au Brésil. » Fait que même certains encore disaient « Hey, ça serait le fun d'aller au Brésil. » Fait que j'ai dit « Parfait, on y va en 1 minute. » Il fait « Ah ouais, t'es willing? » J'ai dit « Ben oui, au Brésil, c'est les champions de Jiu-Jitsu. Je vais aller faire du Jiu-Jitsu 5 jours semaine là-bas, puis ça va être parfait. » Fait que c'est ça que j'ai fait. On est parti au Brésil pendant 6 mois. Wow! On a appris le portugais. Oui, bien ça, c'est une autre affaire. Parce que pour te connaître, là, tu étais pas mal français. Je pense que tu avais fait des stages pour apprendre un peu ton anglais. Ça, c'était plus tard, ça. J'étais unilingue francophone là, à ce moment-là. OK. Puis là, toi, tu décides, cool, on s'en va au Brésil. En portugais. Étudier en portugais à l'université. Fait que... Puis je suis pas talentueux dans les langues. Je suis dyslexique. J'écris... c'est ridicule comment j'écris. Je suis vraiment un gars de mathématiques. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'antidotes sur mon ordinateur. Mais c'est parfait, ça. Il faut connaître nos forces et nos faiblesses. Exact. Bon, je suis pas dans les skills linguistiques. Donc, je prends un petit cours de portugais avant de partir. Là-bas, on avait 1 mois d'intense de portugais sur place. Puis, quand tu es dans l'urgence de nécessité, quand tu vas faire ton épicerie, tu es en mode survie, ton cerveau se met on fire, puis tu peux apprendre super vite. Dans le fond, c'est le même mode que quand tu es en combat. Ton cerveau devient en mode fire, puis tes sens, on dirait, deviennent plus accurate, là, ils deviennent plus sensibles, ou tu étais plus aware of. Mais tu avais tout, tu regardes de où tu es parti, depuis qu'on parle de un peu de ton parcours. Toi, tu rentres là, c'est OK, on fait juste switcher le mode, au lieu que ça soit combat, mode survie pour ramasser de l'argent pour mes études, là, tu tombais juste en mode « Ah, il faut que j'apprenne une nouvelle langue, cool. » J'ai pas le choix de toute façon, parce que dans 1 mois, je commence l'université. Puis il va falloir que je commande mon épicerie en portugais, puis il va falloir que je survive en portugais. Fait qu'on était là-bas. Honnêtement, tu t'en vas au Brésil. Je me suis quand même entraîné 5 jours semaine de jiu-jitsu là-bas. C'est là que j'ai commencé à en faire. Puis, on a appris le portugais. J'ai pas été exceptionnel en portugais, mais après 6 mois, on se débrouillait vraiment bien. Fait que je peux pas dire que j'ai fait wow en portugais, mais j'ai quand même réussi à passer tous mes cours en portugais. J'ai fait un cours d'environnement en portugais avec de la rédaction. Je sais même pas comment on a réussi à passer ça, pour être franc. Mais on a passé au travers. Puis, encore gestion de risque, quand tu vas en échange, tes notes comptent pas. Faut juste que tu passes le cours. Fait qu'il faut que tu fasses un équilibre entre l'amusement brésilien, le carnaval, l'entraînement, puis juste passer ton cours. Cool. Fait que j'avais pas des A étoiles, là, on s'entend, on se rappelle de ce que j'ai dit tout à l'heure. Là. Fait qu'il faut juste passer le cours. Puis, c'est devenu un super outil marketing. En fait, moi, j'étais pas très marketing. J'ai commencé plus tard. Puis un qui m'a influencé, dans le fond, d'avoir un aspect plus marketing, c'est Simon Boyer là, de Feu Knightbridge, à qui j'ai étudié à l'université. Lui, exceptionnel en marketing. Il comprend vraiment bien c'est quoi la mise en marché, c'est quoi le packaging. Puis ça m'a influencé. Puis, vraiment au Brésil, dans le fond, j'ai réutilisé cet élément-là pour avoir mon premier emploi. Dans le fond, il y avait les gens qui venaient à Polytechnique, les journées carrière, ressources humaines de SNC-Lavalin qui sont là. J'ai dit, écoute, je m'en vais au Brésil, je parle portugais, j'arrive à l'Ontario, j'ai fait un stage en Ontario, je parle anglais, français, je parlais anglais comme de la merde, mais je suis trilingue. Fait que là, la recruteuse, c'est comme, ah oui, nous, chez SNC, du monde trilingue, on est international, on cherche ça. Fait que, bang, décroche un emploi pour quelque chose que j'avais juste packagé, que je faisais pas vraiment, en fait. Fait qu'en revenant du Brésil, je rentre chez SNC-Lavalin en industriel, structure industrielle. Fait que c'est là que ma carrière de génie a commencé. Sur un packaging que j'étais trilingue, finalement, ce qui n'était pas vrai du tout. Tu avais abordé certaines langues. J'avais abordé certaines langues, tu sais. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est à cause de mon stage en Ontario que j'avais fait la dernière année, qui m'avait quand même donné un peu de mots-clés en anglais, puis j'étais commencé à être un peu moins unilingue. Le Brésil, tu es obligé de parler un peu plus en anglais, étudiant international. Arrive chez SNC-Lavalin industriel. L'industriel, c'est très anglophone, tu sais. Le pétrole, l'huile, le gaz. Fait que tout le monde était anglophone dans le département que j'étais. Donc, ça m'a upgradé en anglais.
Puis, encore une fois, en mode survie, mon anglais est devenu pas super fort, mais est devenu très fonctionnel. Fait que j'ai dit, c'est intéressant. Je vais aller faire un bac en administration, un DSS en administration à McGill. Fait que là, pendant que je travaillais chez SNC-Lavalin, j'ai été faire un DSS en administration à McGill. Je me disais, j'ai toujours aimé, dans le fond, finalement, la gestion de risque. Donc, j'ai été faire un cours de finance, un cours de macroéconomie, un cours de statistique, un cours de comptabilité. J'ai tout été faire ça à McGill. J'ai jamais fini le DSS parce que les autres cours n'étaient pas importants dans mon cheminement. Fait que j'ai pris les cours que j'avais besoin. Puis, aujourd'hui, ça me sert. J'ai pris des cours de marketing, ça me sert. Puis ça a été super intéressant. Puis c'était mon petit côté qui me manquait à l'ingénierie. J'avais pas le petit côté... C'était ton petit côté comptable. Mon petit côté comptable qui revenait. Là, Après SNC, à quel moment tu décides de partir, de voler tes propres armes? Chez SNC-Lavalin, il y a eu une récession en 2008. On l'a tout connu, là. Puis je pense qu'on a entendu parler un peu. Oui, exact. Fait que l'industriel, c'est mort. Écoute, le pétrole descend, il me transfère en bâtiment. Je dis, c'est cool le bâtiment. Mais moi, j'étais encore dans mon mode samouraï, là. J'avais pas compris. Fait que là, j'avais de la misère à travailler en équipe. J'avais de la misère à pas tout le temps être le meilleur, ces choses-là. Fait que je me faisais beaucoup d'ennemis. Puis, à force de me faire des ennemis, je trouvais ça plate, ma job. Tu sais, SNC, il y avait tout ce que j'aimais pas, là, les cloisons grises, les conversations unidirectionnelles, c'est-à-dire c'est la hiérarchie, c'est lui qui parle, toi, t'as pas ton mot à dire. Moi, j'étais un millénium qui venait d'arriver sur le marché du travail, donc j'étais en mode bidirectionnel. Moi, je cherchais des coachs, je cherchais des mentors, puis je me trouvais pas là-dedans. Fait que j'étais quasiment, à la fin de l'année, j'étais quasiment en dépression. Je rentrais, j'avais mal au cœur, les cloisons grises, les bureaux fermés, les patrons, Tu devais quasiment te poser des questions sur « je suis dans le bon domaine ». Ah oui, totalement. Puis je trouvais qu'on était menotté dans des procédures. Dans le fond, j'étais déjà un entrepreneur, mais je le savais pas encore, tu sais. Puis là, je voyais que chez SNC-Lavalin, écoute, c'était pas ma zone. J'étais pas sur mon X, tu sais. Fait que je dis, je vais changer, je vais aller chez Groupe SM. Ils font des plus petits projets, plus groundés, je vais voir ce que je construis. Hiérarchie un petit peu plus un petit peu plus basse, aplatie. Puis, j'ai été chanceux. En allant chez Groupe SM, j'ai rencontré Jacques Guertin et Yves Lévesque, qui était une mentalité vraiment de coach. Eux, on dirait qu'ils avaient compris comment les milléniums fonctionnaient. Puis, ils étaient là, on te laisse aller, on te laisse la corde que tu veux, puis on va t'encadrer. Puis ça, moi, ça a été une révélation de faire comme, wow, je peux faire ce que je veux, puis inquiète-toi pas, je te décevrai pas. T'sais, puis après, on faisait les bilans de projet, j'avais tant des rendements incroyables. Un samouraï, ça déçoit jamais. Là. Exact. Mais mon expérience, c'est SNC-Lavalin, ce qui était cool, c'est que là, j'ai réalisé, c'est pas intéressant la méthode samouraï parce que tu te fais des ennemis. OK, tu fais des affaires super hot que ton boss trouve cool, mais après, il t'aime pas plus parce que les gens veulent plus travailler avec toi. c'est ça qui arrive. Fait que chez SM, j'ai pris complètement l'autre aspect. Je revenais dans mon mode joueur de basket. On est complémentaires, on va se faire des passes, on va travailler ensemble, on va aller gagner en équipe. Fait que je me suis vraiment dans ce mode-là. Puis j'avais des coachs, un peu comme mon coach de basket, qui étaient des mentors, qui étaient là pour me coacher, m'encadrer. Hey, va dans telle direction, lis tel article, fais telle affaire. Puis, tu me dis de le faire, pas le faire. Là, le lendemain, il lit l'article, je vais l'avoir lu, puis je vais l'avoir maîtrisé. Fait qu'ils m'ont laissé beaucoup, beaucoup de lousse, ce qui m'a permis de compléter ce qui me manquait, dans le fond, partir une firme de génie. C'est-à-dire comment closer un client, comment faire une offre de service, comment toute la gestion de risque que je connaissais pas, l'administration, finalement, reliée au génie. Étant plus petit, le plus petit... à l'échelle locale. À Longueuil, il y avait un petit département de structure. Exact. Étant une plus petite équipe décentralisée, parce que Groupe SM, c'est quand même... C'est comme 2500 personnes à l'époque, je pense. C'est quand même gros, mais plein de petits bureaux versus, mettons, SNC-Lavalin qui était tout rassemblé à Montréal. Exact. Fait qu'en étant là, tu as pu te mettre les mains dans la poutine pour offre de service, tout ça. Fait que... Mais j'ai surtout découvert le travail d'équipe. Je me suis rendu compte que si je parlais avec mes collègues, dont ceux avec qui j'ai parti le GL, c'est que on se rendait compte que quand on discutait ensemble, des gens brillants qui n'avaient pas nécessairement tant d'expérience que ça, on avait toujours la meilleure solution. On avait la meilleure solution que nos boss, la solution qui était plus économique, puis c'était à cause qu'on se challengeait dans la bonne direction. Puis là, j'ai redécouvert, j'ai dit, Colin, c'est vrai que c'est le fun, la complémentarité puis le travail d'équipe, puis si tu poses des bonnes questions aux bonnes personnes, c'est fou comment tu as une réponse qui est à un autre niveau, puis l'inverse, tu poses la mauvaise question à la mauvaise personne ou à peu importe la personne, tu poses la mauvaise question, tu as les mauvaises réponses, puis tu t'en vas dans la mauvaise direction. Ça va te diriger complètement ailleurs. Exact. Fait que là, j'ai pu vraiment comprendre cette toile-là de, OK, la complémentarité, c'est correct, mais il faut que tu nous donnes la bonne information à la bonne personne pour avoir le bon return qui vient avec. T'sais. Fait que ça m'a permis de comprendre ça. En parallèle de cet univers-là,
je faisais déjà des petits contrats de side, là, ouvrir des murs porteurs. Ça, j'ai commencé à 22 ans. C'était ingénieur junior, puis je me trouvais des ingénieurs seniors pour signer mes affaires. T'sais. Fait que ça, mes premiers contrats, demain, j'avais 22-23 ans. Fait que je savais dans la tête que je voulais devenir mon propre boss. Là. Moi, l'objectif de 13 ans, je l'avais toujours pas oublié. Là. J'étais toujours en mode, je cumule mon savoir pour devenir mon propre boss, puis comment je vais le faire dans une gestion de risque dans laquelle je vais être à l'aise. Fait que dans ce mode-là, à 22 ans, je faisais des contrats de side. Chez SNC-Lavalin, il y a la récession, je m'emmerdais. Fait que pendant que je m'emmerdais chez SNC-Lavalin, j'ai été sur le site de la Banque du Canada. Puis là, j'ai été lire comment la Banque du Canada contrôle l'inflation, comment elle fait sa politique monétaire, comment ça fonctionne la macroéconomique, c'est quoi le taux de chômage. Pourquoi j'ai lu tout ça? Je sais pas, un document de peut-être 500 pages en une semaine. C'est parce que je m'achetais un condo puis je voulais savoir si je prenais une hypothèque fixe ou variable. Le monde à l'époque, il disait « Hey, fixe, variable, tu prends un risque, tu sais. Ou fixe, t'es stable, ou peu importe. » J'ai dit « Oui, mais c'est basé sur quoi? » « OK, c'est basé sur l'inflation. L'inflation, c'est basé sur quoi? Les politiques monétaires, le taux préférentiel, les taux de chômage, les influences macroéconomiques, le pétrole. Bon, OK, on va comprendre ça. On va faire un choix éclairé. Moi, je ne prendrai pas de risque. On va faire un choix éclairé. Fait que j'achète mon condo en 2008, taux variable. Je regarde les indices macroéconomiques. Je dis, hey, il y a la plus grosse récession qui s'en vient. Moi, je ne suis pas économique. Là. Avant tout le monde, je dis, ben, attention, il va y avoir une grosse récession. Le monde fait, ça monte. Une récession. Fait que là, moi, je prends un taux variable à genre 7%, mais moins 2% du taux préférentiel. Le monde dit, hey, t'es à risque, toi, t'as pas peur, ça varie. Quelques mois après, ça tombe, je tombe à 0,75 de taux d'intérêt sur mon hypothèque. Tes taux variables, ils suivent le taux préférentiel. Toutes les autres sont à 7. Exactement. Fait que là, j'ai compris, hey, c'est intéressant de faire du génie puis comprendre la macroéconomie puis de combiner l'immobilier avec ça. Puis moi, j'avais pas pris de risque. Mais non, tout le monde était dans le mode, t'as pris un risque, j'ai pas pris un risque, j'ai juste regardé les indices macroéconomiques, puis c'était évident qu'il allait y avoir une récession, donc tu as un taux variable, tu regardes les études sur 25 ans, tu comprends que le taux variable est toujours plus avantageux parce que tu as en théorie une partie de ton risque de ton côté. Fait que du moment que tu peux gérer le cash flow, merci, bonsoir, c'est réglé. Fait que ces principes-là, j'avais 23 ans quand j'ai acheté mon premier condo, puis j'ai réussi ces principes-là parce que je m'en m'aidais chez SNC-Lavalin parce que c'était trop lent comme RIP. J'ai acheté mon premier quadruplex comme ça. Dans le fond, je fais mon étude de marché, je regarde les pieds carrés, genre, OK, ça vaut ça, comment on fait un immeuble à revenu. Puis j'avais pas d'argent, puis je voulais pas prendre de risque. Fait que j'ai réussi, après 6 mois, à closer un vendeur, dans le fond, 100 mètres de mise de fonds. C'est lui qui m'a financé la mise de fonds. Lui, il m'a financé, il m'a donné le cash, il dit, j'ai dit, check, je vais te payer dans un an. Fait que moi, j'ai acheté un immeuble, un quadruplex, 100 mètres de mise de fonds. J'ai mis genre 30 000 de rénovation avec des marges de crédit. Ça, c'est drôle, parce qu'à l'époque, les systèmes bancaires ne se parlaient pas. J'ai ouvert 3 marges de crédit en même temps, de 40 000 par banque. Puis les systèmes n'étaient pas assez rapides pour voir que je faisais ça. Fait que je me suis ouvert 120 000 de marge de crédit, fait mes travaux avec ça, réhypothéquer, rembourse les marges, rembourse l'ancien vendeur. Puis là, bon, l'immobilier est parti comme ça, sans jamais avoir pris de risque, finalement. Là, parce que c'était même pas mon argent. Mais tu sais, depuis tantôt, puis là, je viens de voir que ça je te l'avais dit, je te pose 2 questions, puis tu pars pendant 50 minutes, parce que ça fait déjà, va falloir qu'on fasse déjà une petite pause. Mais tu sais, depuis tantôt, tu parles de, tu prends pas de risque, tu sais. Mais, puis là, c'est mon analyse, mais de ce que je vois, c'est qu'en bout de ligne, tu gérais ton risque, tu gérais les chances que des proportions arrivent, mais tout ça, parce que tu te renseignais, tu écoutais. Ben, j'avais compris ce que je faisais. Puis quand tu comprends ce que tu fais, tu n'es pas en train de prendre des risques. Puis ça, c'est la clé. Ben, c'est la clé. C'est la clé dans tout. Tu sais, là, on parle de l'immobilier. On va poursuivre sur le prochain épisode en continuant sur l'immobilier. Puis, parce que je sais immobilier, puis après ça, LGL L2C. Ouais. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est juste, tu faisais une excellente analyse, puis tu allais chercher les informations avant de prendre tes décisions, ce qui, je pense, devrait être le conseil numéro 1 de n'importe qui. Puis là, on parle d'un entrepreneur, mais que ça soit le commun des mortels. Tu sais, quand j'explique des fois à certains amis que le taux variable, on gère le côté peur, que les banques, ils gèrent un peu ton côté peur de l'augmentation. Mais quand tu comprends le principe, tu te dis, OK, il y a des mécanismes, parce que l'autre chose, c'est que le taux variable, il y a aussi plein de mécanismes qui empêchent les banques aussi de te planter dans l'autre sens. Fait que, tu sais, quand tu comprends tous ces mécanismes-là, puis tu es capable de voir le marché,
ben, tu as tous les outils pour aller. Puis c'est un peu ça que tu as fait. Tu l'as commencé à 8 ans là-dessus, mais je pense que ça t'a aidé. Ça a été très formateur. Ouais, ça a été très formateur d'aller chercher l'information, comprendre rapidement, puis de t'assurer que tu comprends. De testing ta compréhension. T'sais. Puis là, ben écoute, c'est à chacun pour soi de faire son due diligence, mais après, quand tu mets ton cerveau en mode survie, moi, c'est niaiseux, quand je checkais le taux variable versus le taux fixe, j'étais en mode survie. J'étais en mode, hey, est-ce que je suis en train de prendre un risque? Je suis en train de me battre contre un tigre dans la jungle indienne. Tu prenais jamais de risque, enfin. Exactement. C'est juste que tu l'analysais comme il faut. Je suis persuadé que les gens ont été passionnés. J'ai pas vu le temps passer sérieusement. Là. On va prendre une petite pause. On poursuit. Pour les auditeurs, ben, on va se revoir la semaine prochaine. J'aimerais remercier Antonella, Mylène pour tout le côté marketing. Merci à Nick Aubry, Fred Lajoie pour votre confiance, les gars, d'embarquer dans mes idées de podcast. Je pense que ça donne des beaux résultats aujourd'hui. Merci à Nick à la console. Encore une fois, excellent. Et merci à toi, Jean-René. On se reparle, nous merci autres. À tantôt. En fait, on prend une petite pause. On continue la conversation pour les auditeurs. On se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue. Donc, sur ce, bonne semaine. Merci.